Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vais intervenir en français, c'est plus aisé pour moi. Je suis donc le deuxième voisin du dessus, après l'automobile, le pneumatique, pour parler donc de nos interactions et de notre travail en commun avec les sols routiers. Et donc la question qui m'est posée aujourd'hui, c'est quelle vision a-t-on, nous, manufacturiers, et Michelin en particulier, de ce qu'on pourrait appeler donc une route idéale. Vous savez, la raison d'être de Michelin, c'est rendre la mobilité toujours plus sûre, toujours plus efficace, toujours plus respectueuse de l'environnement et toujours plus agréable. En ça, elle ne dépeint pas par rapport aux discours qui ont été faits précédemment. Donc je vais essayer d'illustrer à travers trois domaines d'interaction ce que nous, manufacturiers, pouvons attendre ou espérerions de la part de la route. Je vais l'articuler autour de trois domaines. Donc l'efficacité énergétique, premièrement. Ensuite, tout ce qui est sécurité à travers l'adhérence. Donc le pneumatique et la chaussée ont un domaine en commun autour de l'adhérence, évidemment. Et puis je terminerai par l'aspect plus confort au sens bruit, parce que là, c'est aussi un paramètre et un domaine important aujourd'hui et encore plus demain en ce qui concerne les manufacturiers. Donc voilà, comment, à travers ces trois domaines, peut-on imaginer ce qu'est une route idéale? Pour chacun des domaines, je serai un petit peu plus technique, je descendrai dans quel est le mécanisme, qu'est-ce qui fait finalement qu'on a quelque chose en commun, la route et le pneumatique, et puis dans un deuxième temps, finalement, qui a le plus de clés, le plus de pouvoir pour agir sur ce domaine-là. Donc, premier élément, donc quels sont les éléments d'interaction sur la partie énergétique, sachant que l'efficacité énergétique va amener ou agir sur les émissions de CO2 en particulier, et on en a parlé, mais sur les émissions de NOx également. Le wet grip, je l'ai évoqué, et le bruit, donc, qui est quand même classé aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue d'un manufacturier, au sens d'une pollution. Donc, si on parle d'efficacité énergétique, d'un point de vue d'un pneumatique, ça se traduit par quoi? Ma première propriété mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle la résistance au roulement. Alors, c'est résistance, roulement, ça s'oppose au roulement, c'est pas bénéfique au sens de la consommation, ça va la conditionner directement. Et ce qui rentre en ligne de compte dans ce mécanisme-là, c'est évidemment pour le pneu, c'est d'abord la bande de roulement, c'est-à-dire la partie en contact avec la chaussée, et ça l'est sur une échelle d'indentation qui est relativement étroite. Donc c'est l'échelle du millimètre au centimètre, et on va faire appel donc aux propriétés viscoélastiques du mélange du pneumatique. Et puis du côté de la route, ça va être essentiellement la nature de la texture, puisque c'est elle qui va donc déterminer la taille des indenteurs qui vont interagir avec le pneu. Alors tout de suite, pour non pas évacuer le sujet, mais en fait la partie en contact du sol et en contact avec la bande de roulement du pneu n'est pas celle qui est la plus contributrice à la résistance au roulement du pneumatique. Ça ne compte environ que pour 15%. Donc ce n'est pas l'élément majeur. Du côté de la route, on pourrait imaginer qu'il y ait une dynamique, effectivement, à partir de granulométrie faible jusqu'à des granulométries plus élevées. Mais là aussi, en Europe, on est plutôt sur la partie droite de l'écran en termes de granulométrie. Et si on voulait aller vers des granulométries plus faibles qui aident ou qui diminuent la résistance au roulement, on viendrait un petit peu en conflit avec les problématiques d'adhérence. Donc sur ce premier élément qui est l'efficacité énergétique, il y a finalement peu d'interaction et peu de potentiel de progrès commun sur ce domaine-là. Donc je passe au deuxième domaine qui est celui de l'adhérence. Là, ce n'est pas du tout la même histoire. D'une part, parce que les interactions sont beaucoup plus nombreuses. Elles le sont au sens du pneu, elles le sont au sens de la route, puisqu'on met en œuvre une plage d'échelle qui est tout à fait différente. On retrouve de l'indentation, mais à un niveau inférieur. Là, on est dans la partie micrométrique. On retrouve un effet de ce qu'on appelle le viscoplaning. Donc, c'est tout ce qui est
à l'interface directe entre la sculpture du pneu, le sol, est souvent influencée par la présence d'un troisième corps. Donc, quand je dis troisième corps, c'est de l'eau sous forme liquide, mais pas toujours, sous forme solide aussi, ou sous forme intermédiaire, donc de la neige. C'est de la pollution, c'est donc tout ce qui est dans le contact. Et puis le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle l'hydroplanage. Donc, c'est quand on rencontre un torrent au milieu de la route, c'est pas courant, mais ça peut arriver, ou dans des ornières. Et là, on a besoin de mécanismes plutôt de type baignoire et tuyau. Côté de la route, donc, vont être impactés ou vont être impactant la texture, la pollution, et puis le profil transversal et la drainabilité du sol, évidemment. Donc ici, on a un domaine d'interaction important entre le pneu et la route. Et on a fait beaucoup de progrès. Ça a probablement été le domaine où on a le plus interagi et agi côté pneumatique. C'est un peu le cœur de notre savoir-faire en termes de sécurité, parce que la sécurité est le premier bénéfice que l'on prétend proposer à nos clients. Bon, juste pour illustrer aussi, il y a le niveau de grippe, mais au-delà de l'interaction d'un pneu et d'un sol, il y a aussi la variabilité. Et donc la variabilité des niveaux d'adhérence, elle est là aussi beaucoup plus impactée par la variabilité des sols que par la variabilité des pneus. Ici, pour faire simple, la courbe en bleu, c'est comment se distribuent les niveaux d'adhérence des différents pneus en fonction des microtextures. Et puis l'écart en jaune, c'est un peu la dynamique de l'ensemble des pneus qu'on peut trouver sur le marché. Donc, vous voyez que l'écart en jaune par rapport à l'amplitude globale, là aussi, il y a probablement plus à faire du côté des sols que du côté des pneumatiques, mais on connaît les recettes et on sait comment aller de l'avant de ce côté-là. Troisième domaine d'interaction, et c'est donc le domaine du bruit. Là aussi, il y a une complexité dans les mécanismes mis en œuvre qui font qu'à la fois le pneu en termes de structure, le pneu en termes de sculpture, c'est-à-dire au contact du sol, et le sol lui-même interagissent sur différents niveaux. Donc on a le pneumatique en tant que tel qui est un objet vibratoire. Il va être excité par le sol, il va exciter le sol lui-même, suivant qu'on est en tourisme ou en poids lourd. Et puis dans la sculpture, donc, qui est cet enchevêtrement de canaux les uns à côté des autres, il y a des effets de pompage d'air, c'est le terme en français, qui font qu'on génère des fréquences de type tuyau d'orgue. On va générer des fréquences correspondant à la fuite de l'air sur une surface lisse. On va aussi entendre ce que vous entendez dans les parkings souvent quand vous prenez... vous tournez dans le parking souterrain qui est avec une peinture bien lisse, ça crisse. Donc tout ça, c'est dans le contact du pneu avec le sol. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis l'interaction donc, entre le pneu et le sol est importante. Alors, on compte évidemment sur la partie rugosité, donc qui va plutôt être de nature excitatrice. Et puis sur la partie porosité, qui va plutôt être de nature à atténuer les bruits générés par le pneu. Donc du côté pneu, c'est l'architecture, le dessin de la sculpture et les propriétés, évidemment, des bandes de roulement qui sont importantes. Alors maintenant, qui est le plus influent dans ce mix-là? Si on regarde le pneu, finalement, on a assez peu de latitude. Ici, on a représenté 3 types de pneus, des pneus sportifs, des pneus on va dire de catégorie intermédiaire, des pneus d'entrée de gamme. Il y a une dynamique de 2,5 dB. Et en plus, elle ne dépend pas trop de nous. Elle est fixée à la fois par l'OEM, c'est-à-dire le fabricant de véhicules, et donc qui fixe le choix en fait de la dimension, et on subit un petit peu cet élément-là. Ensuite, il y a 2 autres paramètres. Il y a la vitesse véhicule, qui est un paramètre important vu de l'environnement, et qui a une dynamique de l'ordre de 4 dB. Alors bon, ce n'est pas forcément non plus souhaitable le raisonnement bête, ce serait de dire il n'y a qu'à prendre une vitesse 0 et puis à ce moment-là, plus personne ne fait de bruit, effectivement. Mais on n'est pas évidemment dans le cadre d'une mobilité des biens et des personnes. Et pour finir, donc, on s'intéresse au sol. Et les sols, eux, ont une dynamique importante puisqu'elles approchent les 10 dB entre les sols les moins contributifs et les plus contributifs au bruit.
Et donc c'est là évidemment sur ce dernier point que si route idéale il y a, elle serait évidemment silencieuse. Je passe rapidement sur les contraintes externes qui sont les exigences réglementaires, mais pour autant, juste en l'illustrant ici, la prochaine demande en ce qui concerne le pneu qui sera d'abaisser de 3 dB les niveaux acoustiques, ça équivaut à supprimer 2 pneus sur 4 quand même. Il faut diminuer la puissance par 2. On a déjà fait un certain nombre de progrès dans ce sens, mais les progrès à venir pourraient nous amener à devoir faire des pneus qui soient aussi silencieux que des pneus lisses, par exemple. Donc pas très crédible. Donc pour synthétiser en termes de conclusion, donc parmi les 3 domaines qui sont explorés, évidemment ceux qui sont d'interaction importante, c'est, vous l'avez compris, l'adhérence, parce que ça reste quelque chose de commun et d'important. C'est le bruit sur lequel nous, en tant que manufacturiers, on n'a pas autant de levier et autant de puissance pour agir. Et puis la résistance roulement qui est d'un moindre niveau en ce qui concerne les interactions. Donc pour conclure, je dirais que pour un manufacturier, la route de demain, elle est silencieuse, 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 même si je le dis avec force dans la voix. Donc les techniques existent, ça ne compromet pas majoritairement d'autres performances. Ça peut avoir des effets immédiats, alors que les changements de pneus à travers les véhicules, ça prend des années et des années pour devenir efficace sur une grande échelle. On peut aller traiter des points particuliers, des points à problème. Et si effectivement on arrive à trouver des voies de progrès côté route, ça nous laisse plus de potentiel, nous, pour traiter d'autres problèmes autour justement du grip ou de la résistance au roulement. Voilà, je vous remercie de votre attention.